Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Niwad Info 1 pour décryptage. Direction la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, Christophe Lutundula, et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MINUSCO, Bintou Keïta, ont réaffirmé le 13 janvier dernier la volonté des deux entités à œuvrer ensemble pour un retrait progressif, responsable, honorable et exemplaire de la mission onusienne du sol RD congolais. Bien sûr, on va revenir sur ces mots employés dans le communiqué. Mais d'abord, Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Comment allez-vous aujourd'hui? Merci, je me porte très bien. Bonsoir Charlotte. Après 25 ans de présence, la MINUSCO quittera définitivement le sol congolais au plus tard à la fin de cette année 2024, d'après une résolution trouvée par les deux parties. Mais ce départ évoqué déjà depuis l'an dernier, pourquoi est-ce que cela a pris du retard? Le départ a pris du retard parce que la zone où se trouve la MINUSCO en particulier est une zone qui est toujours dans une situation difficile. Et malgré des efforts qui ont été faits avec l'arrivée du président Félix Tshisekedi, il n'est pas parvenu à résoudre ce problème, bien que cela faisait partie de ses engagements quand il faisait son discours d'investiture pour le premier mandat. Le deuxième élément qui intervient là-dessus et qui est également un élément important, c'est que pour avoir un retrait qui se fasse dans la sérénité, il fallait négocier, s'entendre pour que le retrait se fasse comme il se doit. Parce que l'année dernière, au moment où les populations réclamaient un départ immédiat, puisque c'était ça la revendication des populations, le moment n'était pas propice pour un départ. Il y avait eu des affrontements, il y avait eu des morts de part et d'autre, des destructions, etc. Je crois que la méthode utilisée, celle diplomatique, a été la bonne. S'asseoir, s'entendre sur le principe du départ, organiser les phases de ce départ, et c'est ça qui a produit cette rencontre, cette conférence de presse conjointe où vous avez la représentante des Nations Unies à côté du ministre des Affaires étrangères, en même temps vice-premier ministre, qui disent nous nous sommes entendus, la MINUSCO va se retirer, cela se fera dans telle condition. Donc ça a pris du retard parce que justement il fallait d'abord élaborer un calendrier de retrait à suivre et dans ce calendrier-là, il est donc bien mentionné que les composants donc militaires et policiers de la MINUSCO vont se retirer d'ici le mois d'avril prochain dans le sud Kivu. La situation sécuritaire elle est dégradante dans le nord Kivu, mais est-ce que là au sud, est-ce que la situation à ce niveau-là s'est améliorée entre-temps? La situation ne s'est pas améliorée. D'ailleurs, la représentante des Nations Unies le dit, la guerre n'est pas terminée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le fait qu'on se retire sur la base d'un accord. La guerre n'est pas terminée. On est dans la partie où il y a le plus de problèmes actuellement au niveau de la RDC. Malheureusement, c'est en partie également là où il y a eu la résurgence avec le M23. Il ne faut pas qu'on oublie que la première défaite du M23, la MINUSCO y avait fortement participé à l'époque. Mais cette fois-ci, les populations considèrent que la MINUSCO n'a pas pris les armes comme les populations le souhaitent, alors que la MINUSCO vient des Nations Unies. La MINUSCO a un mandat. Les populations ne peuvent pas venir dire à la MINUSCO, venez, les gens sont là, combattez-les, et puis ils vont aller les combattre. Ils ont un mandat, et généralement, à chaque fois qu'il y a des difficultés avec une mission des Nations Unies, ce que les gens oublient, c'est qu'eux, ils ne peuvent pas sortir de leur mandat, sauf autorisation express des Nations Unies. Donc, ce n'est pas les populations sur place, ce n'est pas une circonstance sur place qui va déterminer ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils ne vont pas faire. Les populations sur place ont manifesté en mécontentement, mais au niveau des autorités congolaises, qu'est-ce qu'on reproche à cette mission de paix des Nations Unies? Le reproche me semble curieux, puisque les autorités disent qu'ils ont été incapables de protéger les populations civiles. Quand je dis curieux, la protection des populations civiles n'est pas le rôle des Nations Unies. C'est d'abord le rôle de nos États. Et il faut le rappeler, la MINUSCO, les missions des Nations Unies de façon générale, ce n'est pas les Nations Unies qui décident d'envoyer une mission dans un pays et qui obligent le pays à accepter la mission. C'est une demande de l'État. Tout à fait. C'est l'État de la RDC incapable de résoudre cette question qui a considéré qu'il y a besoin d'intervention des Nations Unies. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc au départ,
Si les populations n'étaient pas en sécurité, c'est parce que les forces de défense et de sécurité de la RDC n'ont pas été capables d'assurer cette sécurité. Maintenant, souvent, c'est de là que vient la confusion. Les populations regardent les casques bleus comme une armée en bonne et due forme. Alors que parfois, c'est des forces d'interposition. Parfois, on les appelle des forces de la paix. L'expression montre qu'ils viennent avec des armes, mais sans pour autant devoir nécessairement combattre une partie. Et ça, quand les populations ne le comprennent pas, ça crée cette confusion où on dit ils sont là, ils ne nous ont pas protégés. Bon, on peut comprendre les populations, mais l'État, en faisant un tel discours, doit faire attention parce que le président Tshisekedi avait pris des engagements. Est-ce qu'il a pu respecter ses engagements? Mais on fait quoi? Heureusement pour lui d'ailleurs, puisque dans l'opposition lors de la dernière présidentielle, beaucoup avaient agi sur ce côté en disant il avait promis de ramener la sécurité, il avait promis de déposer le quartier général des armées là-bas et tout, et il ne l'a pas respecté. Mais si on prend le même principe, il faudrait que lui également, qu'on lui demande de se retirer. Donc je crois que quand on cherche un argument, il ne faut pas chercher un argument pour chercher un argument seulement, il faut donner un argument qui puisse tenir la route. L'absence de sécurité des populations, ce n'est pas la MONUSCO qui est la première responsable de cela, c'est l'armée, c'est les forces de défense et de sécurité dans chaque État qui sont les premiers responsables de la sécurité des populations. La question sécuritaire justement dans la province du Kivu était fortement présente dans la campagne présidentielle. Voilà, le président Félix Tshisekedi reconduit pour un deuxième mandat. C'est toujours cette question sera toujours pesante sur ce deuxième mandat. Tout à fait, mais ici c'était plutôt la question du M23 et du Rwanda, puisque lors de la première présidentielle, la question du Rwanda ne se posait pas trop. La question du M23 ne se posait pas trop. Cette fois-ci, on est même en train un peu d'oublier les ADF et autres. Puisque quand il prenait son discours, faut rappeler qu'il y a plusieurs dizaines de groupes armés malheureusement dans ce pays. Mais il est clair pour le président Tshisekedi que le président, son homologue rwandais serait un appui fort du M23. Oui, il le dit haut et fort. Non, dans la campagne électorale, il est allé plus loin. Et il a fait presque une déclaration de guerre en disant que si le Rwanda ne se tient pas tranquille, ils vont attaquer le Rwanda. Mais c'est lié au contexte parce que quelques mois avant la campagne, les populations civiles, appuyées par une partie de l'opposition, en particulier Martin Fayulu, ont souvent organisé des manifestations où on demandait à l'armée d'attaquer le Rwanda. Et pendant un temps, c'est le président Tshisekedi lui-même qui tempérait un peu la situation. Mais avec un peu de ras-le-bol des populations, au lieu d'être victime de cette situation, il a récupéré la situation en donnant une sorte d'avertissement au Rwanda pour dire que ça s'est terminé maintenant, ils n'ont qu'à se tenir tranquilles, sinon ils vont tomber sur le Rwanda. Ça a récupéré un peu une situation qui avait été prise en compte par l'opposition et il l'a mis à son avantage. Mais il ne faut pas oublier aussi que dans ces zones, le vote a été presque inexistant à certains endroits. Il y a plus de 5,5 millions de populations qui sont déplacées, qui même quand elles avaient les bulletins de vote, ne pouvaient pas voter parce qu'elles n'étaient pas dans les centres de vote. Ça fait partie des scandales même au moment des élections, parce qu'il y en avait qui, parce qu'ils avaient la carte d'électeur, voulaient coûte que coûte voter. Alors qu'étant déplacés, ils n'étaient plus dans les bureaux de vote où ils devaient voter. Mamadou Diouf, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keita, parle d'un retrait progressif, responsable, honorable et exemplaire de la MONUSCO. C'est si délicat que cela? Oui, c'est aussi délicat que ça, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Ils ont 14 bases militaires là-bas. Il va falloir rétrocéder, comme on dit, les bases à l'armée de la RDC. Mais en même temps, quand les Nations Unies retirent leurs soldats, les Nations Unies veulent veiller sur la sécurité de ses propres soldats, puisque c'est eux qui les ont plutôt envoyés là-bas. En même temps, il faut qu'il puisse y avoir une passation qui fasse en sorte que leur départ ne soit pas une occasion pour que ce soit le M23, les ADF ou un quelconque autre groupe armé ne s'en prennent aux populations en se disant mais ces gens sont en train de partir, c'est comme si on nous laisse la voie libre. Donc ça pose un problème de sécurité à deux niveaux, leurs propres soldats, les casques bleus eux-mêmes, mais faire en sorte que l'armée puisse venir s'installer
de façon à ce que le départ ne crée pas dans l'immédiat une sorte de vide qui va permettre aux groupes armés de venir soit occuper les lieux ou bien de s'en prendre plutôt aux populations. Donc c'est pourquoi la coordination, elle est extrêmement importante, effectivement, surtout que c'est un nombre d'hommes qui n'est pas petit. Ça fait à peu près 14 000 et quelques personnes. Quand vous les enlevez de quelque part, il est clair qu'il va falloir trouver des gens pour venir les remplacer. Après les forces françaises poussées à la porte au Sahel, les missions de paix de l'ONU sont sonnées également de se replier, notamment en RDC ou encore en RCA. Va-t-on définitivement vers la fin des accords de maintien de paix sur le continent? Non, tant qu'il y aura de la guerre, il y aura des accords de maintien de paix. Puisqu'en fait, si on veut que ça cesse, il vaut mieux supprimer la cause. Et malheureusement, quand on regarde ce qui se passe dans le continent, on a encore des espaces d'instabilité. Regardez ce qui se passe au Soudan. Il y a de fortes chances pour qu'on puisse amener une force d'interposition entre les deux par d'autres pays africains. Mais bien sûr, il y en a même qui sont au niveau du Darfour, qui sont dans une position très bizarre avec cette guerre qui est là actuellement. Rappelez-vous le Soudan du Sud qui est sorti du Soudan, etc. Donc c'est ces conditions qui créent l'arrivée de ces forces des Nations Unies. Mais si nous n'en voulons plus, la meilleure chose que nous devons faire, c'est de ne pas créer ces conditions où après, c'est l'État, parce qu'il faut qu'on le rappelle, c'est l'État qui demande à ce que les forces des Nations Unies soient là. Parfois dans des situations où il y a de la négociation, on les appelle, mais là c'est des forces d'interposition pour venir servir un peu de tampon, de garantie pour que chaque camp reste dans l'espace qui a été défini par un accord. Il y en a sous plusieurs formes, mais ce qui est sûr, les Nations Unies ne s'élèvent jamais pour envoyer des soldats de la paix dans un pays comme le Togo actuel, le Sénégal, je ne sais plus quel autre pays où vous n'avez pas une situation de guerre qui puisse expliquer cette présence. Donc la meilleure façon de l'éviter, c'est de faire en sorte que nos pays soient stables dans le véritable sens du mot. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre seulement ne signifie pas stabilité. Le président Félix Tshisekedi a été réélu à l'issue de la présidentielle de 20 décembre 2023 à plus de 73% des voix. Le résultat confirmé par la Cour constitutionnelle le 9 janvier dernier. Après un premier mandat, la question sécuritaire persiste. Mais quelle analyse faites-vous justement de la gestion du président de cette question sécuritaire en RDC? Le président a été imprudent, comme le font beaucoup de présidents quand ils arrivent au pouvoir. Quelles que soient les ambitions avec lesquelles on arrive au pouvoir, il faut d'abord mesurer la réalité. Avant de faire des promesses. Voilà. Et souvent, on vient avec sa volonté, en oubliant qu'il s'agit d'un État, il ne s'agit pas d'une personne. Mais quand on écoute encore aujourd'hui son discours, à la limite, il peut reprendre son ancien discours d'investiture, le réadapter, parce que les conditions sécuritaires, finalement, sont toujours là. Donc, tout ce qu'il avait dit sur le plan sécurité, il peut à la limite redire la même chose en changeant certains éléments, parce que, comme j'ai dit, la question du M23 ne se posait pas autant, la question du Rwanda, etc. Mais j'espère qu'il ne fera pas, cette fois-ci, la même erreur, puisqu'il a vu la réalité. L'autre élément, quand on combat des groupes armés, de façon générale, de la rébellion, de la guérilla, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Il ne faut pas regarder ton armée. Il ne faut pas acheter des armes et puis dire on va en finir comme si du jour au lendemain les choses vont se terminer. C'est une guerre qui n'est pas conventionnelle. Aucun de ces groupes armés, aucun de ces mouvements, qu'ils soient terroristes ou autres, n'aurait été capable de faire face à nos armées dans une situation normale. Mais ce n'est pas une situation normale. Et ça, il faut que le président, qu'on lui donne la bonne information pour qu'en parlant, qui se rendent compte qu'on aura besoin des forces de défense et de sécurité, on aura besoin de la collaboration des populations, on aura besoin des populations pour des questions de renseignement, on doit travailler à ce que cela ne crée pas des problèmes communautaires là où ces problèmes-là se posent, etc. Et souvent, cette complexité n'est pas prise en compte. C'est comme si, en envoyant des chars, en augmentant le nombre d'avions, on règle le problème très rapidement. Moi, je dis toujours, si c'était ça, les Américains n'auraient pas quitté l'Afghanistan sans régler le problème. Ils n'auraient pas quitté l'Irak sans régler le problème. Ils n'auraient pas quitté la Somalie sans régler le problème. Et on peut multiplier les exemples. Ce n'est pas la force de frappe qui manquait aux Américains. C'est une situation qui nous fait penser donc au cas actuel dans le Sahel face au terrorisme. Mais tout à fait. C'est la même logique. Vous avez des gens qui sont là, qui veulent tuer les populations, mais il faut non pas de la dissuasion seulement,
mais il faut une force pour les combattre. Mais il y a des causes qui ont entraîné ce phénomène-là. Si vous vous contentez avec les armes de combattre les gens, mais les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Donc il faut aller combattre d'un point de vue militaire, parce que on va pas dire bon attendez, on va aller régler les causes et puis on les laisse tuer les populations en attendant. Non, il faut les combattre, il faut les réduire au maximum, mais il faut trouver une solution au problème pour que le problème ne revienne pas. Parce que si vous ne trouvez pas une solution au problème, quand ils n'ont plus assez de force, ils peuvent se disperser, ils peuvent temporiser le temps de reprendre des forces et de revenir. Puisqu'on parle de la RDC, c'est comme si ce que le M23 a fait, à un certain moment, on avait même fini par oublier ce mouvement, on parlait plutôt des ADF, on ne parlait plus de M23, et vous avez vu comment ils sont revenus au devant de la scène, de sorte à étouffer même les ADF. Il faut que tous les pays en fassent l'expérience. Ce genre de guerre, on les gagne avec les populations. On les gagne avec tout un pays qu'on a rassemblé, que les gens comprennent que c'est une question nationale, pour éviter que, avec l'appartenance des uns ou des autres, qu'on implémente à l'intérieur d'une guerre d'autres questions communautaires qui vont rendre la résolution beaucoup plus complexe. Et au Sahel, aujourd'hui, le problème se pose objectivement. Merci beaucoup, Mohamed Diouf. Merci d'avoir accepté répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes éditorialiste. Merci à vous également de nous avoir suivis. La suite des programmes, c'est tout de suite sur Niveau d'Info 1.